Bonjour, nous voici donc au 25e et 26e épisode, c'est beaucoup dire, chronique de Maintenant ou Jamais, diffusé par Ici et Maintenant. Nous sommes le 5 février, lundi 5 février. Voilà, donc je disais 1 an et demi. Il y a 1 an et demi, c'était parfois difficile de trouver des articles qui parlent de collapse, qui parlent d'effondrement, de risque d'effondrement, etc. Maintenant, vous pouvez aller voir, ça pullule sur le net. Je ne sais même plus, moi-même, je n'arrive même plus à tout lire. Donc j'ai sélectionné 2 articles là dont je vais vous parler. Mais bien sûr, les livres fondamentaux, le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, ou le livre du russe Dimitri Orlov, Les 5 stades de l'effondrement, restent des classiques. Je ne vous parle pas des livres tels Survivre au chaos, qui sont peut-être un petit peu trop d'extrême droite pour que j'en parle. Mais la question actuellement, c'est en lisant certains articles, par exemple, je vais pas le lire en entier, je vais vous donner quelques idées d'un article de Jean Gadret. Jean Gadret est un économiste que j'apprécie beaucoup, qui travaille qui a un blog sur Alternative économique, qui est un professeur d'université, qui est maintenant à la retraite et qui était à l'université de Lille, et qui a écrit un article il n'y a pas très longtemps, le 3 décembre 2017, et cet article, c'est le krach financier qui se profile. Alors, Jean Gadret, je vous cite pas passages, mais quelques grands titres. Non pas une bulle, mais des bulles. Les banques ont repris des pratiques à haut risque. Autre facteur d'un probable plongeon, les leçons de la crise de 2008 ont été largement oubliées, le lobby bancaire étant toujours aussi actif pour contribuer à cet oubli et pour trouver et soutenir des responsables politiques proches de ses intérêts. En particulier, les banques américaines ont recommencé à vendre des prêts à des emprunteurs peu solvables. 23 millions d'Américains peu solvables ont un prêt automobile subprime. Souvenez-vous qu'en 2007, c'est les subprimes qui ont fait tomber l'économie mondiale, et il y en avait relativement peu. L'ensemble a pu être sauvé par le Trésor américain. Il y a une banque qui a fait faillite à ce moment-là, c'était les Lehman Brothers. Donc, Jean Gadret, je reprends, 23 millions d'Américains peu solvables ont un prêt automobile subprime, 7 millions n'ont pas payé leur prêt étudiant, et dans ces 7 millions, il y a 700 000 retraités qui n'ont toujours pas payé leur prêt étudiant. Gadret rajoute: les banques centrales ont abusé de l'injection de liquidités sans exiger des banques privées la moindre contrepartie. Je prends aussi un extrait de Michel Krinetz, qui est aussi un économiste connu. Jusqu'où le volume de cette bulle peut-il gonfler avant qu'elle explose? Point d'interrogation. La réponse n'est pas économique mais psychologique. Un jour, un grand investisseur prend peur et commence à vendre en masse, entraînant à sa suite le reste du troupeau. Alors le cyclone balaye les marchés financiers et rien ne va plus. Vous connaissez ma position. Ça commence par les marchés financiers. Ça créera des effondrements bancaires, des fermetures des banques, des distributeurs automatiques qui ne seront plus approvisionnés, des gens qui n'auront plus l'argent, qui ne pourront pas payer, des magasins qui n'accepteront plus les chèques, des grèves, coupure d'électricité, blocage de routes, ces grèves entraînant des coupures d'eau, des coupures d'alimentation, des coupures des réseaux de santé, des coupures de tout ce que vous voulez. Et ça va partir, comme on dit en quenouille, en probablement quelques jours. Moi, je donne 3 jours. Je donne 3 jours entre le moment où une grande banque systémique s'effondre du fait de ses mauvais paris. Je vous en reparle aussi. Les 18 banques systémiques, 18 grosses banques systémiques, il y en a 30 en tout dans le monde, 18 grosses banques systémiques détiennent à elles seules 500 000 milliards, écrivez 500,
3 zéros derrière, et là vous parlez de milliards, de produits dérivés, c'est-à-dire des paris sur les taux d'intérêt, les paris sur des dettes non payées, des paris sur l'augmentation du prix du pétrole, des paris sur la diminution du prix du pétrole, des paris sur l'augmentation du prix de l'aliment, de l'alimentaire, et des paris inverses, bien évidemment. À chaque fois, c'est pareil. C'est dans les deux sens que ça joue. Il y a des paris dans les deux sens. Et ces paris dans les deux sens ne se compensent pas, bien sûr. Et il y a des banques qui parient plus vers la baisse, d'autres plus vers la hausse. Celles qui vont gagner vont faire main basse sur les faibles actifs des banques qui vont perdre. Je voudrais aussi vous lire quelques morceaux d'un article de Charles Sana, qui est un économiste que je n'aime pas beaucoup, mais qui, quand même, a une manière très saine de voir les choses. Bon, c'est tout à fait personnel. Hein. Alors, la principale crainte concerne une possible incapacité des facteurs financiers à faire face à une crise financière, c'est ce que je disais. Nous avons une autre crise financière, il n'y a même pas de plan A, a déploré à Davos Kenneth Rogoff, professeur d'économie à Harvard. Un autre, et il a rappelé d'ailleurs, toujours Kenneth Rogoff, il a rappelé, il n'y a pas de crise sans accumulation de poudre, c'est-à-dire d'abord de la poudre, puis un déclencheur, tout s'enflamme et crée une explosion. Selon lui, c'est une chute financière qui pourrait servir de déclencheur, comme cela a été le cas en 2008. Alors, Sana rajoute, dans le même temps, il y a d'autres phénomènes qui peuvent se révéler être un déclencheur de la prochaine crise économique. L'un de ces phénomènes est le développement des crypto-monnaies, et notamment celle de Bitcoin. D'autres économistes, comme Leonid Grigoriev, mettent en évidence un autre risque dû aux crypto-monnaies. Si ces crypto-monnaies, chutent, le danger n'est pas qu'elles chutent. Les gens qui achètent des bitcoins à 300 000 $ ont emprunté de l'argent pour cela, quand ils chutent, ils ne peuvent plus payer. Il y a un élément de dette là, et c'est très dangereux, souligne Grigoriev. Une autre crainte, c'est lié à l'état de l'économie américaine suite aux réformes de Trump. La baisse des taxes aux États-Unis suscite de l'enthousiasme, mais selon le comité conjoint fiscal du Congrès américain, cette mesure se traduirait par la croissance du déficit budgétaire de 1,5 trillion de dollars au cours des 10 ans à venir. On peut rajouter, Grigoriev rajoute, il estime que l'économie mondiale s'accroîtra à un rythme modéré pour les années à venir. Ce sera en grande partie dû au pétrole peu élevé. Mais la question, c'est que le pétrole remonte actuellement. Et il n'y a pas de croissance sans pétrole. Il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si pour une raison quelconque, le pétrole remonte trop vite, ce qui est peut-être un peu le cas, si les approvisionnements de pétrole peuvent être bloqués, imaginons une action américaine contre l'Iran qui bloque et que l'Iran décide de bloquer le détroit d'Ormuz, c'est très facile, c'est un petit détroit très étroit, et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Le pétrole va flamber. Si le pétrole flambe, il n'y a plus de croissance, les gens ne peuvent plus agir, ne peuvent plus produire. Souvenez-vous toujours de ce que j'ai déjà dit, dans 1 litre de pétrole, il y a 20 heures de travail humain. 1 litre de pétrole, enfin 1 litre d'essence, il y a 20 heures de travail humain. Voilà, donc, Sana termine son article, ce qui inquiète les experts, c'est l'absence de solutions aux problèmes globaux, tels que le réchauffement climatique et la pauvreté. À leur avis, ces points faibles sont susceptibles de provoquer une catastrophe beaucoup plus grave qu'une nouvelle crise économique. Mais moi je pense qu'il va y avoir, on va en parler dans la prochaine chronique, qui sera donc la 26, je vous laisse, mais pensez bien, donc risque d'augmentation du pétrole et risque d'augmentation des taux d'intérêt
ça peut être deux des déclencheurs de la crise. Allez, à tout à l'heure.